Je faisais des pauses à tout et j'ai réussi à marcher, à monter 1000, 1200 ou 1300 marches sur la journée. Bonsoir, mon invitée aujourd'hui est née à Dunkerque en 1963. Atteinte d'une sclérose en plaques, elle a passé 17 années en fauteuil roulant. Période où elle brille grâce à la natation avec pas moins de 15 titres de championne de France et aussi multimédaillée aux championnats du monde et d'Europe. Depuis plus d'un an maintenant, cette mère de 3 enfants remarche grâce à une orthèse mécatronique. Anita Fatis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va aborder plein de choses avec vous aujourd'hui, votre parcours, il est très riche, votre personnalité également. Mais d'abord, un peu d'actu. Ce dimanche 14 mai, une marche est organisée à Thionville. Le départ sera donné à 10h, avenue Foch, à côté du parking de la Liberté. Pouvez vous nous en dire un peu plus sur cette marche ? Alors, bien sûr, c'est une marche. Donc, il faut savoir que tout le mois de mai, il y a des journées nationales de la sclérose en plaques. Mais la journée phare, c'est le 30 mai, c'est la journée internationale de la sclérose en plaques. Donc, partout en France, il y a des choses qui s'organisent. Et donc, moi, comme je pars le lendemain, on reviendra. Du coup, je voulais marquer le coup aussi donc, de faire cette marche. Et donc, il y aura des patients, donc, bien sûr, sclérose en plaques, en fauteuil, debout, en canne, avec leurs aidants. Voilà. Donc, là, j'ai un groupe de 50 personnes qui va marcher, une petite marche de 5 km à travers la ville de Thionville. Quel est l'objectif de cet événement alors ? Eh ben, c'est aussi montrer aux gens que c'est pas parce qu'on est malade ou qu'on soit en situation de handicap qu'on ne peut rien faire. Le 15 mai, le lendemain, vous partez pour un voyage en camping-car, vous allez faire le tour des centres de rééducation, c'est ça ? C'est ça. Donc voilà, c'est un road trip comme je l'appelle. En France ? Comment ? En France ? En France, oui. Donc là, pour le coup, c'est en France. Et quand j'ai lancé l'idée donc sur ma page Facebook, et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit bah, nous, on veut. Et du coup, là, je fais vraiment un grand tour, donc ça va me prendre un mois. Donc je vais dans les centres hospitaliers, je vais donc dans les centres de rééducation et prêcher la bonne parole sur le sport. Donc je vais y passer une petite vidéo. Alors c'est un montage amateur, hein, c'est moi qui l'ai fait avec mes documents. Et donc je reviens sur le début de mon parcours et jusque les treks au Népal. Et voilà. Et puis après j'ai expliqué pourquoi il faut avoir une activité physique. Déjà pour la dépression, sortir de l'isolement, voilà, toutes ces choses-là dont je vais parler. Et puis après, les gens ils pourront poser des questions et ils le savent. Il n'y a pas de questions taboues et je répondrai à toutes les questions. Le sport, d'une manière générale, c'est le meilleur remède contre le mal ? Ouais, et ben en fait, je dis toujours... quand on fait du sport, on a des endorphines naturelles dans le corps. Et au plus on va faire une activité physique, telle qu'elle soit, ou de la rééducation de façon intensive, on va créer ces endorphines qui vont se multiplier. Et du coup, ça a un impact sur la douleur aussi. Donc voilà, c'est important de le signaler. Alors vous faites aussi des conférences, des interventions dans les écoles, les collèges, les lycées. L'inclusion sportive et scolaire, c'est aussi un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Et ce défi, ce voyage, entre guillemets, ça sert aussi à ça. C'est ça. C'est en fait de sensibiliser les gens et arrêter de penser que quand on est en situation de handicap, qu'on ne peut plus faire grand-chose ou changer le regard aussi. Et aussi dans la sclérose en plaques, ça, c'est la majorité. Il faut savoir qu'en France, il y a 130 000 cas de sclérose en plaques environ. 80% de ces 130 000, c'est 80% d'handicap invisible. Et ça aussi, il faut en parler. Parce qu'il y a des gens qui ont la sclérose en plaques, qui sont encore qui travaillent encore, hein, excusez-moi si je perds mes mots, ça fait aussi partie de la maladie, et donc ils travaillent encore, et pour autant ils sont fatigués, et ils ont souvent des regards un peu, voilà, des collègues de travail en disant « elle est toujours fatiguée » ou « il est toujours fatigué ».
Et en fait, non, c'est la maladie qui fait ça. Donc ça aussi, en parler davantage. On reparle dans un instant de votre parcours de nageuse, Anita, mais aussi de nombreux treks que vous avez réalisés. Mais avant, je vous propose de faire une petite pause café. Première question, votre café plutôt court ou long? Comment? Votre café plutôt court ou long? Vous n'êtes pas très café? Si, court. Votre passe-temps favori à part le sport, bien sûr? La musique. La musique, Ouais. vous écoutez... Je joue de la guitare. Hein. Vous jouez de la guitare? Ouais, mais pour moi tout seul. Voilà. Pour mon mari, mes enfants, mes petits-enfants. Voilà. Ouais. Je joue très mal, je fais des fausses notes, mais c'est pas grave. C'est pas le plus important. Voilà, c'est ça. Votre plus grand défaut et votre plus grande qualité, selon vous? Alors, ma qualité, je dirais l'empathie. Parce que voilà, j'aide beaucoup les gens. Ça, je pense que c'est une qualité. Mon défaut, il y en a beaucoup. Et voilà, je suis un peu bourrin. Voilà, je dis les choses comme elles sont. C'est souvent mal interprété. Parce que voilà, je prends pas de forme. Ouais, je mets pas les formes. Voilà. La valeur qui vous correspond le plus? La valeur qui me correspond le plus, Non, il y en a plein comme ça qui me viennent, le courage, l'abnégation, la oui, résistance. Ça, bien sûr que si, ça, mais ouais, la gentillesse. Hein, ouais. La gentillesse, tout simplement. Ouais, simplement. Ouais. Même derrière ce caractère. Votre plus beau souvenir sportif? Ma première médaille de bronze au championnat du monde en 2010. En 2010, c'était où? C'était à Eindhoven. Et sur quelle distance? Donc c'était sur le 50 nage libre. Ouais, la première médaille. C'est voilà, je venais de rentrer en équipe de France et donc participe au championnat du monde. J'avais fait les championnats d'Europe en 2009. Ça avait été un peu un fiasco. Donc 2010, les championnats du monde. Et puis et là, je nage, je bats des records et je nage, voilà. Et ma première médaille. Pour moi, c'était comme si j'avais décroché l'or en fait. Hein. Et ça a aussi été un tournant pour la suite de votre carrière bien sportive? Sûr, oui, bien sûr. Hein, la qualification pour les Jeux paralympiques de Londres 2012. Hein. Et on y reviendra. Quel athlète paralympique ou non vous a le plus marqué dans votre vie, inspiré? Mes deux copines, Élodie Laurandi, Anaëlle Roulet, voilà, Théo Curin. Oui, bon, après, c'est sûr, ça reste dans la natation, hein, mais... Il n'y a pas de mal hein, que ça reste dans la natation. Voilà, mais oui, c'est des gens qui m'ont marqué, bien sûr. Hein. Votre lieu refuge, là où vous vous sentez le mieux? Ma maison. Ma maison, donc en Moselle. Comment? Ouais, donc en Moselle, exactement. Si vous aviez une lampe d'Aladin, quel serait votre principal vœu? Ah là là, guérir la maladie. Là, à ce jour, on ne connaît pas les causes de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, elle est multiple. J'ai entendu récemment 1001 visages, et c'est vrai. Parce qu'il y a tellement... Il y a 3 formes de sclérose en plaques. Il y a la forme rémitante, secondaire progressive, c'est ce que j'ai, et la forme primaire, c'est la forme la plus grave. Et en fait, on peut prendre une centaine de personnes avec la même forme, et excusez-moi, je perds mes mots, les symptômes seront différents. Alors que c'est la même maladie. C'est la même maladie. Ouais. Donc c'est vraiment très compliqué pour les chercheurs, les neurologues. Et voilà. Et donc si j'avais une lampe d'Aladin, c'est que demain, tout de suite, on trouve le traitement pour soigner cette cochonnerie. Et enfin, pour terminer cette partie, la réalisation dont vous êtes le plus fier? La réalisation. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Alors évidemment mes enfants. Hein, par exemple. Voilà, exactement. Mais aussi l'organisation des treks que je mets sur place, parce que c'est compliqué, hein, c'est au Népal, donc voilà. Et puis surtout le dernier, quoi.
Et on va y revenir dans quelques minutes du dernier Trek au Népal. On va maintenant revenir sur votre parcours. Anita, vous êtes donc née à Dunkerque en 1963. Où est-ce que vous grandissez, dans le Nord aussi? Oui, je grandis dans le Nord et j'arrive donc en Moselle, à Thionville. J'avais 30, un petit 30 ans. Donc assez tard quand même que vous arrivez en Moselle. Oui, c'est ça. Et pourquoi la Moselle alors? En fait, pour mon mari. Parce que, donc, il est mosellan? Non, il est comme moi, donc dunkerquois. Et en fait, il décroche un job à la centrale nucléaire de Cattenom. Donc on arrive en Moselle pour Cattenom. Donc c'est un peu votre département d'adoption. Comment vous vous sentez ici? Mais je repartirai plus. Ouais, j'adore être ici. Je veux dire, on a tellement de diversité en Moselle. On peut être en campagne, on peut être en ville, on peut être... Voilà, il y a des traditions, il y a tout ça. Et vraiment, non, je mourrai en Moselle. C'est à 26 ans qu'on décèle donc votre maladie. Vous vous rappelez encore, c'était un monde qui s'effondre à cette époque-là? Alors, ouais, à 26 ans, c'était hyper compliqué parce que donc, ça faisait déjà quelques temps, plus d'1 an, où j'allais voir le médecin, je disais je suis fatiguée, j'ai mal dans le dos, j'ai les jambes qu'on pardon. Et on me disait, il faut prendre la vitamine, vous travaillez trop, je travaillais en restauration à l'époque. Voilà. Et jusqu'au jour où un matin je me lève et je suis complètement hémiplégique côté gauche. Donc le visage, le bras, la jambe. Et là, bien sûr, on me transporte à l'hôpital, à Dunkerque. Et en fait, là, on me fait des tas d'examens. Et à la fin, au bout de 5 jours, on me dit que c'est psychosomatique, il faut que j'aille voir un psychiatre. Donc là, en fait, c'est l'effondrement. J'avais 2 enfants en bas âge, j'avais un job. Je venais de passer mes diplômes de maître d'hôtel. J'étais la première femme maître d'hôtel à Dunkerque. Et j'allais enfin pouvoir avoir un bon salaire. Voilà, j'étais au début quelque chose professionnellement et ça a été un vrai coup d'arrêt. Et puis là, tout s'effondre d'un coup. Et en fait, c'est grâce à mon mari, encore une fois, il était à la gendarmerie, il faisait le service militaire donc dans la gendarmerie. Et c'est un de ses collègues qui lui a dit, écoute, il y a un super neurologue à Lille, va le voir. Donc on est allé le voir. Et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Le neurologue, il me fait faire un tas de grimaces, il me fait un peu marcher, il me pose plein de questions ici et là. Et au bout du compte, il me dit, écoutez, je pense savoir ce que vous avez, mais pour le confirmer, on va faire un IRM. Je lui dis, quoi? Un IRM? Je n'avais jamais entendu parler de cet examen. Et on a fait cet IRM, puis en fin de compte, oui, j'avais déjà 5-6 plaques au niveau du cerveau. Donc, mais il m'avait déjà donné à la première consultation un traitement de corticoïdes. Et à l'époque, c'était des protocoles sur 6 semaines, donc de grosses doses, et on diminuait. Et déjà, rien qu'avec la cortisone, j'avais déjà pas mal récupéré. Les 17 années qui suivent votre diagnostic, vous les passez donc en fauteuil roulant. Aujourd'hui, vous remarchez, on y reviendra. Qu'est-ce que ça vous a appris, toutes ces années en fauteuil? Ça m'a appris qu'on est très très loin de l'accessibilité. En France? En France, oui, en France en général. Voilà. Je veux dire, à chaque fois qu'avec mon mari, on allait dans un endroit... ou même dans un restaurant, il fallait toujours qu'on se renseigne, savoir si c'était accessible, s'il y avait des toilettes PMR. C'était... Aujourd'hui, je ne me pose plus la question, un peu égoïste de ma part, parce que du coup, je pense un peu moins à toutes ces personnes qui sont en fauteuil. Mais ouais, il y a un gros travail d'accessibilité à faire, quoi. On y arrive, mais ça prend du temps. On revient sur votre passé de nageuse handisport, je le rappelle, 15 fois championne de France, multimédaillée dans les championnats d'Europe et de monde. Des podiums, donc partout, un palmarès bien garni. Il vous manque cependant une breloque paralympique. Votre meilleur classement, c'est 4e aux 200 mètres nage libre à Londres. À rien du podium, c'est encore une frustration aujourd'hui, ces Jeux de 2012 d'une manière générale. Ouais. Alors... Ouais, on va en parler. Donc, en fait, quand j'arrive à Londres, il faut savoir que je suis 2e mondiale. Donc, j'y vais pas les mains dans les poches. J'y vais pour... L'objectif, c'est la médaille, voire l'or. Exactement.
Et ce qui se passe, c'est que donc, mon entraîneur, donc, Cyril Bourdeau, l'entraîneur national, hein, et il me fait l'entraînement le matin très tôt, avant les séries du 50 nage libre. Et j'imagine que je devais nager très 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 vite. Il me dit mais tu mets quoi pour nager en série? Ben, je dis écoute, une combar neuve, hein, voilà. En partenariat avec Arena à ce moment-là, donc on m'avait donné des combats. D'accord. Et donc mon entraîneur national me dit écoute, ben, je préférerais que tu mettes une combar que tu as déjà utilisée pour nager un tout petit peu moins vite. Quand on a une neuve, on gagne un petit peu, voilà. Et tu mettras une neuve pour la finale ce soir. Ben, je dis ok. Il me dit par contre, fais valider ta combinaison par donc, la direction fédérale. Pas de problème. Donc je vais donc, au bureau de la fédération à Londres, française. Et je dis, ben voilà, il faut valider cette... Alors ils m'ont dit, ah oui, c'est bon, c'est celle où tu as gagné l'argent l'année dernière avec, c'est bon, tu peux nager avec. D'accord. Ok. J'arrive en chambre d'appel. Donc il y a 3 chambres d'appel. Hein. La première, on appelle tous les nageurs, enfin toutes les nageuses, pardon, du 50 nage libre. Deuxième chambre d'appel, on vérifie le matériel, les logos, l'homologation de la combi, enfin ici et là. Et troisième chambre d'appel, c'est la concentration avant d'arriver au bassin. Et donc en deuxième chambre d'appel, on arrive, donc ils contrôlent mes lunettes, mon bonnet, tout ça, le QR code de la combar. Et là, on me dit que ça ne passe pas. Ça passe pas, vous sortez. Donc, je me serais déshabillée devant tout le monde pour mettre une combar neuve, mais non, ça marche pas comme ça. Et aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui vous pèse? Ah oui, bon, ma colère, elle est passée, c'est sûr, mais voilà, la fédération, elle m'a enlevé quelque chose qu'ils pourront jamais, jamais me redonner. Et vous en voulez un petit peu quand même à la fédération? Mais bien sûr, hein, mais bien sûr, parce que ils ont, voilà, ils étaient sur leurs acquis. Chaque jeu, c'était normalement l'année N plus moins 1, enfin, et là, en fait, c'était l'année N. Il n'y avait pas de combat homologué de l'année d'avant. Il fallait une combat 2012. Ils n'avaient pas lu le règlement. Vous êtes aussi allé au Brésil en 2016, 4 ans plus tard. Là, vous faites une fois 7e et 2 fois 8e. Qu'est-ce qui vous a manqué, Anita, pour accrocher une médaille, alors que vous avez quand même eu l'expérience de 2012? Alors, je ne suis pas là pour faire pleurer les gens, hein, loin de là. Mais là, encore une fois, donc, je suis à 3 mois du départ pour Rio, et donc je dois partir donc, à Saint-Nazaire pour peaufiner ma préparation avec l'entraîneur national. Donc il y avait 2 mois à Saint-Nazaire et 1 mois à l'INSEP à Paris avant le départ. Et là, en fait, juste avant 3 semaines, 15 jours, 3 semaines avant le départ, on me détecte un cancer du bas-ventre. Donc là, on me dit que je ne peux plus partir. Enfin, comme je dis toujours dans mon langage, voilà, je ne me suis pas préparée pour entendre ce genre de choses. Et donc, j'ai signé toutes les décharges qu'il fallait et je suis partie au jeu. Voilà. Et je me suis fait soigner, bien sûr, après. Mais voilà, j'avais ça au-dessus de la tête. J'étais plus dans des conditions optimales. Et voilà, en plus, je me blesse pendant ma préparation. Je me fais arrachement du tendon de l'épitrelet, donc à l'avant-bras. Enfin, voilà. Les Jeux, aujourd'hui, je me dis, ben, les Jeux, c'était pas pour moi. Les championnats du monde, les championnats d'Europe, ok. Mais les Jeux, à chaque fois, il m'est arrivé une connerie. Je me dis, allez, c'est pas pour moi. Et puis voilà. Mais cela dit que c'était une belle carrière et je suis heureuse de l'avoir fait. Et en 2016, vous mettez donc fin à cette carrière, de nouveaux objectifs vous habitent. Un but principal, retrouver l'usage de vos jambes. Vous avez fait du chemin depuis et vous y êtes arrivé. Depuis avril dernier, vous remarchez, le fruit d'une patience de fer, d'une abnégation, d'un travail et de beaucoup de sacrifices, j'imagine. C'est une deuxième vie qui s'offre à vous maintenant. Ouais, une deuxième vie parce que du coup, je peux profiter de. Je fais pas plus de choses, je profite de plus de choses.
de mes petits-enfants, par exemple. Voilà, on va avec mon mari, on va dans des endroits où jusqu'à maintenant on me disait bah non on peut pas parce que c'est compliqué pour le fauteuil, des choses comme ça. Donc oui, je fais plus de choses par rapport au fait que je sois debout et pour autant je n'oublie pas les objectifs de toujours parler de la maladie, de la sclérose en plaques, de prêcher la bonne parole. Voilà. Et c'est donc cette orthèse mécatronique qui vous permet de marcher. Comment ça fonctionne exactement? Alors, donc c'est un petit microprocesseur. Dedans, il y a un vérin hydraulique, il y a des accéléromètres, donc voilà. Il y a des capteurs intelligents. Alors, c'est pas des capteurs sur la peau, c'est des capteurs qui détectent la position. Lorsque je marche, lorsque je vais m'asseoir, par exemple, quand je m'assois, le vérin se durcit de manière que je puisse m'asseoir tout doucement. Me relever pareil, enfin voilà, c'est juste fantastique. Et donc là, il y a des petits ressorts là. Donc ça, c'est complètement mécanique. En fait, c'est pour faire le mouvement donc, aux deux jambes, pour faire le mouvement talon-pointe. Donc voilà, la marche. Et grâce à elle, vous avez réalisé un 3e trek au Népal, fin d'année dernière. Après 2018 et 2019, celui-ci était un peu différent, au vu des nouvelles capacités que vous disposez. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce trek? Mais de marcher. De marcher. Ah ouais, c'était... Enfin, je veux dire, je crois que c'était le 2e ou 3e jour, je ne sais plus. Donc on descend la montagne, ouais, c'était le 2e jour, parce que le 1er jour on descend la montagne pour rejoindre l'autre montagne. Donc là c'était facile, voilà. Et le lendemain on commence à monter, donc il y avait 1400 mètres de dénivelé, et il y avait 3000 marches d'escalier. 3000 marches d'escalier. Et quand on n'a plus marché depuis plus de 15 ans. Ouais, voilà. Et là, alors bien sûr, je faisais des pauses à tous les paliers parce que ça marche, il y a un petit peu de plat, voilà. Et je faisais des pauses à tout et j'ai réussi à marcher, à monter 1200 ou 1300 marches sur la journée. Après, je me suis fait porter parce que j'en pouvais plus. Mais ça, c'était trop dur. Jamais 304, Anita? Comment? Jamais 304. Un 4e trek au Népal, c'est dans votre tête? Oui. Donc, alors, sur le coup, parce qu'à chaque fois, c'est moi qui donne les idées à mon mari, je dis on va faire ci, on va faire ça, voilà. Et là, sur le coup, c'est lui qui me dit écoute, j'aimerais bien qu'on retourne au Népal et j'aimerais bien qu'on fasse un 6000 tous les deux. Donc du coup, on se lance le défi là, et donc en 2024, on va essayer d'aller faire un 6000. On vous suivra dans cette aventure, Anita. On termine maintenant cette émission avec l'addition. C'est parti. On conclut, Anita, par un quiz comme d'habitude. Vous allez devoir retrouver un nageur ou une nageuse paralympique à l'aide d'indices que je vais vous donner. Alors plus vous mettez de temps à répondre, moins vous engrangez de points, même s'il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre, ne vous inquiétez pas. Donc dès que vous avez la réponse, vous me la donnez. Est-ce que vous êtes prête? Allez. Parler un tout petit peu plus fort que je vais parler un peu plus fort, pas de souci. Attention, premier athlète à retrouver. Je suis né en 1988 au Brésil, sans main et avec une seule jambe. Je commence la natation à l'âge de 16 ans. J'ai remporté la bagatelle de 14 titres mondiaux. Diaz. Daniel Diaz, très bonne réponse. Aujourd'hui, je continue, je suis le nageur le plus décoré des Jeux paralympiques de tous les temps, avec 24 médailles sur 3 éditions, Pékin, Londres et Rio. Félicitations, Daniel Diaz, effectivement. Deuxième athlète à retrouver, Anita, une nageuse en handisport. Je suis né à Colmar, j'ai aujourd'hui 61 ans. Je souffre d'une ostéomyélite. C'est comment elle s'appelle? Oui, bien sûr. Une inflation et destruction des os due à des bactéries. Si je vous donne d'autres indices, peut-être que vous allez l'avoir. Mon palmarès a de quoi faire rougir avec 20 titres olympiques. Oui, mais je la connais, j'ai oublié juste son nom, on est dans la même classe d'handicap en plus. Je vous donne son prénom, peut-être que vous aurez son nom, Béatrice. Béatrice S. Béatrice S, très bonne réponse. Donc mon palmarès a de quoi faire rougir avec 20 titres olympiques, dont 7 médailles d'or lors des JO de Sydney. Je bats également 9 records du monde cette année-là en Australie. Effectivement, Béatrice S.
Troisième et dernière athlète, Anita, un peu plus difficile. Je suis né en 1982 en Afrique du Sud. Lors d'une formation pour devenir nageur sauveteur, je me fais attaquer par un requin blanc qui m'arrache la jambe. C'est Richard, non, pas Richard, c'est... Non. Oui, je remporte les Jeux africains de 2011. Oui. Si je vous donne son prénom, Armat. Ah non, c'était pas lui que je pensais. Armat Assiem. Ah non, c'était pas lui que je pensais. Non, donc voilà, 0. Nageur qui a perdu sa jambe à cause d'un requin et qui a remporté une breloque aux Jeux de Londres au 100 mètres papillon. C'est ça, ouais. Merci beaucoup Anita pour votre venue. On termine par une petite citation, une petite phrase que vous aimez bien peut-être. Alors il y en a deux. Il y en a deux, allez-y, faites-vous plaisir. Que je mets toujours. Donc ma vie c'est pas un cadeau, c'est un combat. Parce que voilà, ça fait des années que je me bats. Et par rapport au grand public, c'est les gens connaissent le prix de tout et la valeur de rien d'Oscar Wilde. Merci beaucoup Anita pour votre participation encore une fois. Mais je vous en prie, merci à vous. Et merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée sur Moselle TV.